Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense bonheur de vous retrouver sur ce programme matinal que vous propose Bénin TV. Ça se passe tous les jours entre 7h et 9h, 6h, 8h temps universel. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 juin 2025 et c'est aujourd'hui que démarrent sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025. Soit 19 558 candidats sont inscrits pour cet examen. Nous allons dans cette émission faire un tour de nos régions pour prendre le pouls de la mobilisation dans les centres de composition, Ouémé, Colline et Koufo. Nous serons en direct avec nos reporters disséminés dans le Bénin. Ils vont nous raconter ce qu'ils voient autour d'eux. Et puis, c'est lundi et l'actualité politique sera également au rendez-vous. Nous allons revenir sur cet événement majeur qui s'est déroulé le 2 juin dernier ici à Cotonou, la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pendant 3 jours, les députés venus de tout le continent ont échangé sur des sujets brûlants, tensions géopolitiques, jeunesse, accès à l'énergie, défis climatiques, un moment intense de coopération parlementaire dans un contexte régional tendu où la solidarité francophone est mise à l'épreuve. Pour en parler, nous allons recevoir aujourd'hui un acteur clé de ce rendez-vous, le député Hassan Seibou. Et puis, vous l'avez suivi dans l'actualité, le chef de l'État a organisé un séminaire sur la décentralisation et la gouvernance locale pour l'état des réformes entreprises dans le secteur. Pour faire le point, j'allais dire, la décentralisation est souvent présenté, on le sait, comme une réponse aux attentes de proximité, d'efficacité et de démocratie locale. Le Bénin, après plusieurs étapes de réforme, s'est engagé aujourd'hui dans une clarification du rôle des élus et des administratifs. Mais que révèle vraiment ce tournant? Où en est-on concrètement sur le terrain? Ensemble avec des experts de la question, nous allons l'analyser. Fifamé Salobé Atadedi, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Et quand vous êtes là, c'est pour le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le bulletin d'information. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de préférer la télévision nationale pour vous informer. On démarre par cette actualité. La prise en charge des dialysés au Bénin est au cœur des échanges entre le ministre de la Santé et le président du Conseil économique et social. C'était au cours d'une audience accordée par le président Conrad Baguidi. Elle a également permis d'aborder plusieurs autres défis majeurs liés au secteur de la santé. On écoute le ministre de la Santé à sa sortie d'audience. Il est au micro de Benjamin Denayon et Fallon Kisezouno. Le président et moi, on a échangé sur certaines thématiques précises, notamment les réformes qui sont intervenues dans le secteur, qui ont impacté les populations, et plus spécifiquement sur la question des dialysés, notamment sur lesquelles le Conseil économique et social est sollicité. Et j'ai pu faire part au président des réformes qui sont intervenues dans ce secteur sensible par rapport à ces patients spécifiques, mais également faire part des avancées notables que nous avons connues au niveau de la qualité des soins, au niveau de ces patients, mais également des perspectives notamment en termes d'offres bientôt de soins de greffe pour ces patients, notamment au niveau du CHIC d'ici quelques mois, voire quelques années. En dehors de cela, les nouvelles attributions du Conseil économique et social font appel justement à la vulgarisation de tests de loi et de tests réglementaires. Et en la matière, le secteur de la santé a connu pendant ces dernières années de nombreuses lois qui ont été votées et avec le test d'application. À titre d'exemple, nous avons pu discuter longuement autour de la loi sur la santé sexuelle et reproductive, qui a fait beaucoup de débats, et ainsi que de la loi sur les violences basées sur le genre, doivent pouvoir être vulgarisées auprès des populations qui doivent connaître les tenants et les aboutissants et savoir exactement ce que ça apporte aujourd'hui en termes de droits de la femme, en termes de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. En dehors de ça, nous avons pour la première fois eu la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, une loi phare qui aujourd'hui est le socle sur lequel l'ensemble du système de santé est bâti. Mais cette loi n'est pas encore suffisamment vulgarisée et le ministère de la Santé saisit l'opportunité aujourd'hui liée aux attributions du CES pour pouvoir passer à sa vulgarisation.
Et on reste avec le CES. Dans le cadre de sa tournée nationale d'écoute, le Conseil économique et social a fait une halte dans le département du Plateau. À Pobay, chefs traditionnels, élus, jeunes et femmes ont massivement participé à la séance pour partager leurs préoccupations et mieux comprendre la loi sur la chefferie traditionnelle ainsi que le décret sur la sauvegarde des aires socio-culturelles. Une étape riche en échanges qui illustre l'engagement du CES à rester proche des réalités du terrain. Le point avec Ulvaeus Balogun et Francis Kisezounon. Bien plus qu'un centre administratif, Pobay, chef-lieu du département du Plateau, au sud-est du Bénin, est un carrefour culturel et traditionnel d'une grande richesse. Au cœur de l'ère socioculturelle Yoruba, le département du Plateau se distingue par son patrimoine culturel, matériel et immatériel unique. Il est question de nous développer, mais à partir de notre culture, de notre patrimoine. Et ceux qui vont aider à ça, c'est justement vous, les chefs traditionnels. Et ici, dans cette salle, le ton est donné. Chefs traditionnels et conseils départementaux du CES, tous habillés en tenue locale bomba pour certains, agbada ou encore achaoke pour d'autres, preuve de la valorisation de leur patrimoine. Le CES du Plateau a vocation d'incarner un espace de dialogue permanent et un trait d'union entre les institutions et les populations afin de contribuer à la résolution des difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens et qui appellent à des réponses concertées, ancrées dans les réalités territoriales. Cette mise en valeur des atouts locaux du département du Plateau cadre avec la vision du gouvernement à travers la mise en place des agences de sauvegarde des aires socio-culturelles. Si dans chacun de nos départements, nous faisons en sorte de trouver les pépites, de trouver les choses qui interpellent, à valoriser nos capacités culturelles, langue, danse, poésie, tout ce qu'on peut faire, qui apporte la spécificité dans nos différentes communes ou dans nos départements. Ça deviendra naturellement un attrait supplémentaire qui viendrait enrichir le Burundais et permettre aux touristes de rester chez nous, non pas pour 3 jours, non pas pour 4 jours, mais puisqu'ils vont visiter beaucoup d'endroits au Bénin, ça va devenir un séjour de 2 semaines. Au-delà de la mise en valeur de cette richesse culturelle, c'est le lien avec la chefferie traditionnelle qui est aussi souligné. C'est normal qu'une loi soit votée pour recadrer juridiquement la problématique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Nous, rois du Plateau, nous avions été imprégnés de tout ce qu'on appelle loi sur la chefferie traditionnelle aujourd'hui. Et nous retenons que certains sont laissés, mais c'est par rapport aux critères. Avec cette session, le Conseil économique et social démontre qu'il entend rester fidèle à sa mission première, être au service du peuple, au plus près des territoires. Pendant ce temps, les membres du Conseil supérieur de transition CST de l'Église du christianisme céleste ont achevé ce week-end les travaux de leur 2e session. Après 3 jours de débat et de réflexion, un communiqué final a officiellement clos ces travaux. La synthèse avec Arnaud Adadja et Daniel Ada. 2e session du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Tout s'est déroulé dans une ambiance de convivialité, de fraternité et d'engagement. Le Conseil supérieur de transition CST de l'Église du christianisme céleste a tenu du 12 au 14 juin 2025 les assises de sa 2e session consacrée à l'installation et au lancement des travaux des 3 commissions techniques suivantes. Commission de relecture de la Constitution et de revue de la hiérarchie ecclésiale, commission de relecture des textes fondamentaux, de revue des rites, de la liturgie et d'organisation des pèlerinages et événements religieux, commission de réforme de la gestion administrative et financière. Si la commission numéro 1 a procédé à la relecture des dispositions des constitutions de 1980 et de 2008, qu'en est-il de la commission numéro 2 ?
Cette commission avait pour mission d'harmoniser les rites, la liturgie et l'organisation des pèlerinages. Les conclusions essentielles sont les suivantes. Harmonisation des cultes, inventaire du patrimoine spirituel et quelques recommandations. La commission a suggéré la création d'une commission paritaire pour finaliser l'harmonisation des cantiques et horaires préparant l'élaboration d'un manuel liturgique unifié. Fondée sur des recommandations de transparence et de reddition des comptes, la commission numéro 3 fait un état des lieux des pratiques administratives et financières. C'est donc la rupture avec les pratiques anciennes à l'église du christianisme céleste. Elle amorce un nouveau départ. Bonne nouvelle pour les usagers de la route Parakou-Bérouboué. Le chantier de réhabilitation avance à grands pas et sera livré dans les délais. En décembre prochain, bien évidemment. L'entreprise Portéo BTP s'est engagée à respecter les prescriptions du gouvernement et sur le terrain, les travaux suscitent déjà la satisfaction des usagers. Reportage. L'entreprise Portéo BTP à l'œuvre sur le chantier de réhabilitation de la route Parakou-Bérouboué. Les travaux tiennent compte des normes qualitatives et sécuritaires exigées par le gouvernement. Nous avons recyclé la structure existante à travers sa couche de roulement, la couche de fondation sur une profondeur de 30 cm. Ce matériau recyclé a été amélioré au ciment qui sert aujourd'hui de couche de fondation. Et nous avons une couche de base en grave bitume GB4 de 0,20 de granulométrie sur une épaisseur de 10 cm. Une couche de roulement ensuite qui est constituée de béton bitumineux 0,14 de 6 cm d'épaisseur. La structure est plus renforcée que l'initiale. On a 16 cm d'enrobé, dont 10 en GB et 6 en BBME. À cette date, nous sommes déjà à 70% de taux d'avancement, contre une consommation de délai de 79%. Avec le rendement que nous avons aujourd'hui, le 18 décembre 2025, nous allons achever les travaux. Dans l'exécution des travaux, nous avons opté pour travailler en demi-chaussée et le trafic alterné. Et nous avons pris les dispositions sécuritaires et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu d'incident. Autre volet du projet, l'assainissement et la réhabilitation de plusieurs sites. Nous sommes appelés à améliorer le système d'assainissement initial en construisant des caniveaux, des pérés maçonnés, des bétons de talus et aussi des descentes d'eau avec des bordures. Et nous avons aussi la réhabilitation du poste de péage de Sirarou. On a également tout ce qui concerne la signalisation et l'éclairage public. Le carrefour de Ndali qui sera aménagé avec des feux tricolores. La voie est bien réalisée. La qualité y est. Non seulement c'est d'abord large et quand vous circulez, il n'y a pas de problème. Ça nous permet de mieux gagner du temps et de mieux libérer les produits. Donc ça facilite le meilleur transport des produits. La route Parakou-Bérouboué enregistre l'un des plus grands trafics routiers au Bénin. À terme, elle facilitera les échanges commerciaux avec une infrastructure confortable et durable. Et voilà qui met un terme à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Bénin TV. Merci à vous, Fifamé Salomé Atadidi. On se retrouve demain. Exactement. Avec le même plaisir. Toujours. Et toujours la même énergie. Vous passez une excellente journée de lundi. Merci, pareil à vous. Et à demain. Bonjour le Bénin. On s'intéresse à présent à l'actualité du jour, le démarrage du baccalauréat. Je vous l'annonçais, c'est aujourd'hui que démarrent sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat 2025. Soit 19 558 candidats sont inscrits pour cet examen. Nous allons dans cette émission donc faire le tour de nos régions pour prendre le pouls de la mobilisation dans les centres de composition Ouémé, Colline et Koufo. Nous serons en direct avec nos reporters disséminés dans le Bénin. Et nous sommes ici en plateau avec bien sûr M. Kora Moura Taïro,
Bayrou. Il est superviseur adjoint du bac au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, ancien directeur technique du baccalauréat. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour évoquer les chiffres du baccalauréat 2025 et les enjeux de cette composition. Et puis tout de suite, nous allons prendre la direction, si vous le voulez bien, de Sémékodi dans le département de l'Ouémé où va se dérouler officiellement le lancement de cet examen, du premier diplôme universitaire. Nous allons retrouver Ola Rodrigue Babagbeto et toute l'équipe. Rodrigue, bonjour. Dites-nous exactement ce que vous voyez autour de vous. Herman Rodrigue Amégan, bonjour. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici au CEG de Sémékodi, centre retenu pour le lancement officiel de cette composition écrite de l'examen du baccalauréat session de juin 2025. Nous sommes ici dans le département de l'Ouémé, le département qui compte pour cette composition 9554 candidats sur toute l'étendue du département. Et ici, dans ce centre, au CEG Sémékodi, on a 900 candidats répartis dans 30 salles, soit 30 candidats par salle. Ici, à notre arrivée, il y avait déjà candidats et parents sur les lieux. Certains sont arrivés à 6 heures, d'autres même bien avant pour pouvoir être à l'heure. Et ils étaient nombreux pour cette composition. Le centre a ouvert ici à 7 heures très exactement et certains candidats étaient plutôt sereins, d'autres affichaient une mine décontractée, certains laissaient entrevoir quelques petites paniques, mais les parents tentaient de les rassurer que la composition se déroulera au mieux. Nous avions vu ici des forces de l'ordre qui assuraient la sécurité également. Il y a des chicanes installées un peu partout pour permettre aux candidats et aux parents uniquement de pouvoir avoir accès au centre. Nous avons également eu comme information que le maire, le directeur départemental de l'enseignement supérieur seront présents, le préfet aussi pour le lancement officiel de ces épreuves, un lancement qui serait prévu pour 8 heures très exactement, heure à laquelle le centre va voir ses portes fermées et la première composition, la première épreuve dans laquelle vont composer ces candidats, c'est l'épreuve de français. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. On va vous retrouver tout à l'heure, pourquoi pas, pour prendre les premières impressions après le lancement officiel de cette épreuve ou de cette session du baccalauréat de juin 2025. De Sémékodi, on va prendre la direction du département des collines et retrouver Karamatou Aguataou au CEG2 de Savalou. Karamatou, bonjour. Depuis ce matin déjà, vous êtes positionné dans ce centre du CEG2 de Savalou. Est-ce que vous pouvez nous raconter à peu près l'ambiance qui prévaut autour de vous? Bonjour Herman, bonjour le Bénin. Nous sommes ici au collège d'enseignement général 2 à Savalou où nous sommes en direct. C'est ce centre qui va accueillir le lancement officiel du baccalauréat 2025, édition 2025, voilà, dans le département des collines. Déjà tôt ce matin, aux alentours de 6h10, le portail était ouvert. Nous avons vu les tout premiers candidats qui attendaient et quelques minutes après, le portail, l'accès a été ouvert pour eux, les candidats qui continuent justement d'arriver dans ce centre. Alors, pour ce qui est des statistiques, le département des collines, ils sont au total 4657 candidats à être inscrits. Et pour ce qui est de ce centre, le collège d'enseignement général 2 à Savalou, ils sont 484 candidats, série A1, A2 et la série B. Ceux qui sont inscrits en série C, la série scientifique, la série C et la série D, ils se retrouvent du côté du collège d'enseignement général 1. Alors, les candidats, pour la plupart, leur âge oscille entre 17 ans
et 19 ans. Nous avons ici déjà les forces de sécurité qui sont présentes. Nous avons vu quelques policiers et les militaires. Les officiels, nous avons vu l'arrivée tout à l'heure ici parmi nous et dans ce centre à Savalou, l'arrivée du préfet. Alors, tout est fin prêt. Nous avons eu l'information du chef de centre tout à l'heure que l'appel des candidats et l'orientation est en cours. Eh bien, Herman, tout est fin prêt, tout se met en place tout doucement pour accueillir les officiels qui vont procéder, bien entendu, au lancement officiel de ce bac 2025 dans le département des Collines. Alors, nous sommes ici, c'est la retransmission en direct, l'équipe de Bénin TV qui est en place. Alors la météo, vous savez, nous avons eu quelques peurs parce que aux alentours de 6 heures, nous avons reçu quelques gouttes ici à Savalou du ciel. Mais à présent, tout s'est arrêté, le ciel semble un peu dégagé, le ciel qui se rend donc un peu plus serein pour permettre aux candidats de pouvoir composer dans de très belles conditions. Alors vous savez ce que j'ai à vous dire également, les candidats, nous les voyons arriver, ils sont pour la plupart venus seuls quelques-uns sont arrivés avec leurs parents. Ils sont souriants, ils ont le visage dégagé, ils sont confiants, sachant donc qu'ils sont venus ici pour décrocher ce premier diplôme qui ouvre les portes de l'université pour eux. Et avant de vous retrouver tout à l'heure pour prendre les dernières nouvelles après le lancement de la première épreuve de composition, on va descendre un peu plus et nous rendre dans le département du Koufo où nous attendent Bruno Swali et toute l'équipe de la SRTB de Bénin TV en l'occurrence. Il est au sujet Toviklin. Bonjour Bruno, autour de vous, est-ce que vous trouvez des candidats anxieux ou c'est plutôt des candidats souris aux lèvres qui viennent au sujet de Toviklin? Bonjour Herman, bonjour le Bénin. Nous sommes ici donc en direct du CEG2 Toviklin. C'est un centre assez particulier puisque c'est le seul centre donc retenu pour accueillir tous les candidats de la commune de Toviklin et c'est cet arrondissement. Pareil également pour les candidats de la commune de Lalo qui séjournent depuis quelques heures ici à Toviklin pour prendre part aux épreuves écrites donc du baccalauréat session normale de juin 2025. Vous parlez des candidats et de leur état d'esprit. Il faut dire que les tout premiers candidats ont fait leur apparition ici autour de 6h10, 6h13 pour être plus précis et l'affluence a commencé par se faire constater entre 6h30 et 7h. Voilà donc ce qui se passe ici. Il faut dire que, vous le remarquerez sur les images également, c'est que beaucoup de candidats sont venus ici. C'est un fait peu ordinaire en tenue kaki, comme si c'était un jour normal de classe, donc certainement pour se relâcher de toute pression. Et vous entendez juste derrière moi la sirène également, Herman, donc ça rentre dans le direct comme ça. Et voilà donc les candidats qui sont arrivés, pour certains en tenue kaki, je le disais, certainement pour se sentir relâché de toute pression et se mettre dans les conditions de jour ordinaire de classe. Alors, il faut dire simplement que c'est un collège qui va accueillir donc au total 255 candidats, dont 181 garçons et 74 filles ici, répartis donc en 9 salles. Voilà, 9 salles qui vont donc accueillir les candidats. Et au total, 5 séries, la A1, la série A2, la série B, la série C et la série D. Voilà donc les informations à retenir. Côté météo, il n'y a pas de peur ici, le ciel est complètement dégagé pour que les épreuves se déroulent dans les conditions les plus optimales. On va dire que le dispositif sécuritaire est également en place. Le préfet Christophe Megbedi, puisque c'est ici qu'aura lieu le lancement départemental de l'examen du baccalauréat, a fait son entrée il y a quelques minutes encore dans l'enceinte de ce collège. Tout est fin prêt donc pour le lancement des épreuves Herman Rodrigue Amégan. Pas de fait majeur à signaler, pas d'incident majeur non plus à signaler ici. Tout se passe bien et je pense que les candidats sont dans un bon état d'esprit. En tout cas, pour ceux qu'on a croisés, ils avaient le sourire, ils étaient confiants pour prendre part donc à ces épreuves et on leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup à vous, Bruno Swali. Vous restez donc dans les parages à Toviklin. On va vous reprendre tout à l'heure pour un deuxième passage où vous nous direz si tout s'est effectivement bien déroulé après le lancement officiel de cet examen du baccalauréat, session de juin 2025. On revient ici en plateau avec Morakera Taïrou, superviseur adjoint du bac au lycée Mathieu Bouquet, ancien directeur de l'organisation technique du baccalauréat. Vous avez vu tout à l'heure des candidats venir en tenue kaki. Ça aussi... ça va, ça marche, on peut venir en kaki? Oui, c'est au choix. Hein.
il n'y a pas une tenue exigée pour les candidats. C'est quand même un fait assez insolite de voir des candidats venir en kaki. Bien sûr, bien sûr. Mais nous envoyons chaque année, on envoie comme ça. Ce n'est pas interdit. Il y en a qui se sentent à l'aise dans leur tenue traditionnelle, le kaki, et nous les acceptons comme tels. Et on a fait le tour de quelques régions de notre pays pour voir comment cette épreuve, cet examen du baccalauréat prend forme dans les différents centres de composition. Oui. C'est déjà rassurant qu'on n'ait pas noté, on va dire, de déficit majeur. Oui, effectivement. Pour ce qui concerne l'organisation, tout est fait prêt, tout est très bien calé. Et je crois que toutes les conditions sont réunies pour une bonne organisation du baccalauréat cette année. Alors, on parle de 79 558 candidats. 588. 588 candidats, voilà, autant pour moi, qui sont inscrits pour cet examen de juin 2025. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà les statistiques, les grandes statistiques à retenir en fonction des séries? Oui. Je crois que cette année, par rapport aux statistiques, ce qu'on peut retenir globalement, c'est la progression que nous avons constatée au niveau des filles. L'effectif des filles a augmenté sensiblement. Et la même chose pour ce qui concerne les séries techniques. Nous avons constaté aussi une certaine progression par rapport à leur effectif. Et je crois que la lecture qu'on peut faire de cela, c'est dû aux réformes apportées par le gouvernement dans le sens, n'est-ce pas, de promouvoir la technique et le développement dans ce sous-secteur. Et ensuite, pour ce qui concerne la gente féminine, l'encadrement apporté et puis l'exonération, n'est-ce pas, des jeunes filles, tout ça là a entraîné un accroissement dans l'effectif des candidates pour ce qui concerne la gente féminine. Je crois que c'est un point positif. Si les femmes, n'est-ce pas, peuvent évoluer comme ça et aller même jusqu'à égaler l'effectif des hommes, c'est tout à fait heureux parce que sur le plan national, nous savons qu'elles sont légèrement, n'est-ce pas, plus nombreuses que les hommes. Est-ce qu'on peut avoir une idée des séries à gros effectifs? Oui. Par rapport aux séries à gros effectifs, nous avons par exemple les séries D. La série D. On vous permet de vous retrouver évidemment oui. dans vos papiers parce que vous êtes venu avec beaucoup de papiers oui. pour avoir l'assurance de donner les chiffres exacts. Oui, il y a la série D qui en 2025 fait 30 814 candidats alors qu'en 2024, cette série faisait 29 983. Il y a un accroissement de plus de 1000 candidats. Bien sûr. La même chose. On observe la même chose au niveau de la série B. D'accord. La série B, qui faisait l'année passée 13 750 candidats, fait en 2025 15 428 candidats. Il y a aussi une certaine progression qu'on a notée. Ensuite, au niveau des séries, de la série A2, l'année passée, elle faisait 16 982 candidats et en 2025, nous avons 17 795 candidats. Donc voilà globalement pour ce qui concerne les séries à gros effectifs. Et le constat est que au niveau de cette série, il y a comme un accroissement des effectifs. La même chose se note au niveau des séries techniques. Quand nous prenons par exemple les séries techniques, l'année passée, il y avait un effectif de 6 591 candidats pour ce qui concerne ces séries. Mais cette année, nous avons un effectif de 7 577 candidats. Donc, il y a comme un accroissement au niveau, n'est-ce pas, des effectifs au niveau de ces séries également. Alors, Monsieur Cora, est-ce qu'on peut avoir une idée du calendrier de composition sériée, donc par série, le nombre d'épreuves en tout pour les 4 jours de composition? Oui. Il faut dire que le calendrier commence déjà ce matin par le français. D'accord. Comme toujours, hein, c'est l'épreuve de français oui, toutes séries confondues. Toutes les séries sont confrontées à l'épreuve de français ce matin. D'accord.
Alors qu'on remarque que les candidats se dirigent de plus en plus, affluent vers les centres de composition. Bruno Soali nous a dit tout à l'heure que la sirène venait de retentir pour mobiliser sans doute les candidats en salle. Il y a aussi ceux qui ont fait un détour chez la vendeuse de riz d'à côté pour pouvoir recharger les batteries avant le démarrage de la composition. Attention à ne pas s'empiffrer, quitte à dormir durant la composition. Monsieur Cora, on vous écoute. Oui, la première journée, je disais que toutes les séries font le français. Et quand nous prenons, par exemple, les séries A1, c'est le français dans la matinée de 8h à 12h. Et dans l'après-midi, de 15h à 16h30, il y a une première épreuve qui est la mathématique. Et de 17h à 18h30, ils sont confrontés à la SVT. Ça, c'est pour la A. Ça, c'est pour la A. Quand nous prenons la C et la D, le français le matin également, et dans l'après-midi, de 15h à 17h, elles sont confrontées à la SVT. D'accord. Donc voilà pour ce qui concerne les séries scientifiques. Quand nous prenons la technique, le matin également, ils sont confrontés au français. Et quand nous prenons la G1, de 15h à 17h, il y a compte rendu, procès verbal et rapport. D'accord. Et la G2, de 15h à 18h, sont confrontés aux mathématiques appliquées. D'accord. Quand nous prenons la G3, de 8h à la première journée de 8h à 11h, ils ont le français. Et de 15h à 18h, ils sont confrontés également aux mathématiques appliquées. Donc, c'est le français, n'est-ce pas, qui est la matière inaugurale. Et après cela, n'est-ce pas, les matières fondamentales des séries suivent. D'accord. Monsieur Cora, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les acteurs du bac, surveillants, correcteurs, superviseurs, toutes ces personnes-là qui entrent dans l'écosystème du baccalauréat, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ces personnes sont désignées? Oui. Pour la désignation des correcteurs et des surveillants de salle, il y a une procédure. Donc, l'Office du baccalauréat a organisé ce qu'on appelle la validation des listes des correcteurs. Donc, les chefs d'établissement, c'est eux qui proposent, n'est-ce pas, ceux qui vont participer aux travaux de fin d'année, à savoir la correction et la surveillance. Alors, quand ils font ces propositions sont centralisées à l'Office du bac et l'Office du bac descend sur le terrain et rencontre et organise une séance de validation de ces listes avec les inspecteurs de poule, avec les conseillers pédagogiques, les représentants de ces chefs d'établissement et les partenaires sociaux. Donc, c'est ensemble tous ceux-là qui se retrouvent pour étudier les propositions faites par les chefs d'établissement. Et c'est lors, n'est-ce pas, de ce travail de validation que la liste de ceux qui doivent corriger est dégagée, que la liste de ceux qui doivent surveiller est dégagée. Et ça, c'est la première phase. Après cela, il y a une deuxième phase qui est l'harmonisation. À savoir, ils se rencontrent, les représentants, n'est-ce pas, des chefs d'établissement, les représentants des inspecteurs et autres se retrouvent encore au niveau national pour voir si ceux qui avaient été retenus, si cela correspond, n'est-ce pas, si les critères ont été respectés pour qu'ils soient retenus. Ensuite, est-ce que le nombre, n'est-ce pas, de correcteurs retenus correspond à ceux dont l'Office du bac a besoin pour organiser le baccalauréat, ainsi pour les surveillants également. Donc, ils se retrouvent. Donc, voilà comment se fait la désignation des correcteurs et des surveillants de salle. Question banale qui peut paraître une question conne. Oui. Qui peut être candidat au baccalauréat au Bénin? Oui, est candidat au baccalauréat au Bénin celui qui a suivi la formation et qui a le profil qu'il faut, qui a fait la classe de terminale. D'accord. Voilà. Et pourquoi le DG, le directeur général de l'Office du baccalauréat, n'est pas présent au lancement? Oui, le directeur de l'Office du baccalauréat est là pour recevoir toutes les informations qui se passent dans tous les centres. Il est à l'Office du baccalauréat et c'est de là qu'il reçoit toutes les informations pour voir comment il peut agir par rapport à ce qui se passe dans tel ou tel centre. Donc, là où il est, il suit tout ce qui se passe sur le plan national. Qu'en est-il aujourd'hui de l'harmonisation du baccalauréat dans l'espace UEMOA? Oui, l'harmonisation suit son cours, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de 8 pays. Et il s'agit de l'harmonisation du baccalauréat.
Le baccalauréat, ce n'est pas seulement l'organisation, c'est aussi la composition, donc l'harmonisation suit son cours. Et je crois que le processus déjà est presque à terme. Et d'ici à là, l'ensemble de ces pays pourront organiser le bac le même jour avec les mêmes épreuves. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mora Kora Taïrou. Merci. Vous êtes superviseur adjoint du baccalauréat au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Donc, vous allez vous y rendre dans pas longtemps, c'est bien cela? Oui, dans l'après-midi, je vais prendre déjà la route. D'accord. Puisque les travaux m'attendent là-bas. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne route et bon courage pour la suite. Bonjour le Bénin. Ce que nous allons faire, nous allons marquer une pause, le temps de retrouver derrière l'honorable Hassan Seibou, député à l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons évoquer cette Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous allons en parler de long en large et derrière, nous allons refaire le tour des centres de composition avec nos reporters déployés sur place pour nous assurer que la composition a effectivement très bien démarré. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation.
Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre dans Instant Politique de ce lundi. Nous allons revenir sur cet événement majeur qui s'est déroulé le 2 juin dernier ici à Cotonou, la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Durant 3 jours, les députés venus de tous les continents ont échangé sur des sujets brûlants, tensions géopolitiques, jeunesse, accès à l'énergie, défis climatiques. Un moment intense de coopération parlementaire dans un contexte régional tendu où la solidarité francophone est mise à l'épreuve. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un acteur clé de ce rendez-vous, Hassan Seibou, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Bloc républicain, président du comité d'organisation de l'APF, et puis il est vice-président de la session béninoise de l'instance. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Le plaisir est partagé. Marcel, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Honorable, bonjour. Bonjour. Démographie, sécurité, géopolitique, des thématiques qui ont rythmé cette assemblée, la tenue de cette assemblée régionale à Cotonou. Avant d'en venir au fond, moi, je suis tombé sur des publications dans lesquelles des parlementaires étrangers manifestaient leur admiration pour Cotonou et pour le Bénin. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu les séduire? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité et présenter d'entrée mes excuses. La dernière fois, vous m'avez annoncé, je n'ai pas pu venir pour des raisons de dernière minute de santé. Aujourd'hui, je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui m'ont attendu sur le plateau et à vous-même. Vous êtes tout excusé, honorable. Votre hygiène m'a été communiquée. Et avant de répondre à votre question, je voudrais quand même que les téléspectateurs et les Béninois sachent c'est quoi l'APF, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une organisation mondiale qui réunit près de 93 parlements, enfin, régionaux et nationaux compris, et qui est répartie sur 4 régions. Okay. Donc vous avez la région Afrique, évidemment, la région Europe, la région Amérique et la région Asie et Océan Indien. Donc ce sont selon ces 4 régions qu'elles s'organisent et bien sûr fait une assemblée générale à chaque fois, supervisée par un secrétariat général basé en France. Dans chaque région, l'on s'organise autour des thématiques comme celles que vous avez eu à dire, mais surtout, on discute des questions politiques, parce que l'Assemblée, c'est quand même le temple de la démocratie, c'est une institution politique. Et donc, quand on se retrouve, le débat, il est très intense, parce que nous nous intéressons aux grands enjeux qu'il y a sur le continent africain. Et au niveau de l'APF, c'est tous les pays francophones d'Afrique,
Mais aussi, aujourd'hui, ça a évolué parce que c'est une question culturelle, ce n'est pas une question de langue. Malheureusement, quand on dit francophonie, les gens pensent que c'est la France avec sa langue. Bien sûr, l'Angola a déjà membre, et puis il y a d'autres pays. J'ai appris que le Ghana aussi est en train de frapper à la porte. Vous avez la Guinée-Bissau, vous avez le Ghana qui va entrer bientôt, vous avez le Mozambique. Donc, c'est aujourd'hui multiculturel. Parce que ça prend une allure quand même qui est une envergure qui est importante et qui donne l'accès à une plateforme d'échange politique, de diplomatie parlementaire, de négociation. Vous savez, entre parlementaires, nous parlons plus qu'entre les exécutifs. Même quand il y a prise de bec entre des exécutifs, les parlementaires continuent de dialoguer, de discuter, d'examiner les situations de sortie de crise. Alors, nous avons, comme à l'accoutumée, tenu à Cotonou la 31e Assemblée régionale Afrique, qui va préparer, bien sûr, l'Assemblée générale de Paris. Et vous avez évoqué trois domaines de thèmes, l'énergie, le dividende démographique et surtout la sécurité, la géopolitique qui est bouleversée sur notre continent aussi, pour pouvoir apporter notre point de vue et notre analyse de la situation vécue sur notre continent au niveau de l'Assemblée plénière qui se tiendra à Paris en juillet. Et vous savez, ça évite que des gens qui ne vivent pas sur le continent africain, qui ne savent même pas de quoi il est question, se lancent sur des sujets sans avoir les points de vue des hommes politiques, des députés et même des institutions parlementaires africaines sur des questions africaines. Il en va de même de l'Europe et des autres régions continentales. Mais pour revenir à votre question, qu'est-ce qui a intéressé les gens? Vous savez, quand on va dans un pays pour organiser une rencontre pareille, il y a non seulement les débats internes, mais il y a ce qu'on entend voir de ce pays. Et ça n'a pas été facile de trouver des organisations, qu'on nous accorde des organisations de ce genre, surtout aujourd'hui où le nombre de membres devient très grand, avec des possibilités énormes. Ce que nos collègues entendent du Bénin, du Cotonou, tout le monde dit ça évolue, tout le monde veut voir. Et quand ils viennent, ça les intéresse beaucoup de descendre sur le terrain. C'est pour ça que sur les 3 jours, nous travaillons 2 jours et le 3e jour, nous leur organisons un tourisme. Et nous-mêmes... Il y a eu plein de témoignages. Hein. Bien sûr. Nous-mêmes, dans le dispositif que nous mettons en place pour organiser, nous essayons quand même de montrer que notre pays évolue. C'est pour ça que nous avons tenu cette assemblée au Sofitel. Aujourd'hui, vous savez, hein, l'ancien CIC qu'on appelle le Dôme aujourd'hui, nous l'avons vendu à notre façon. Tout le monde était émerveillé. Les navettes qui prennent des gens depuis l'hôtel pour venir dans les centres de conférence, sans être... Vous voyez. Et puis, Sofitel, aujourd'hui, est le seul hôtel de 5 étoiles au Bénin. Donc, nous venons d'offrir là, ce qui nous permet de décrocher beaucoup de réunions du genre. Nous avons actuellement, par exemple, déjà décroché la dernière fois à Dakar l'organisation prochaine de la grande commission politique de l'APF pour l'année prochaine, pour avril prochain. Déjà, parce que là, quand les gens doivent venir de partout, du monde entier, la première des choses qui les préoccupe, c'est où s'héberger. C'est ça. Et quand vous dites on a tel hôtel, je ne veux pas dire des noms, mais on vous dit, mais ça c'est 3 étoiles, ça. Non. Il y en a, quand vous leur dites ça, ils ne viennent pas. Mais aujourd'hui, nous avons de quoi faire venir tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que le Bénin a marqué des points dans la diplomatie parlementaire? Bien sûr, je crois qu'aujourd'hui en Afrique, sinon dans le monde, si on va parler de diplomatie parlementaire, le président Vlavonou a sa marque particulière parce que sous lui, déjà la 8e législature, rappelez-vous que l'APF était venue ici en 2020 autour de la question des crises parlementaires, des élections dont nous sommes sortis.
Et on peut parler avec le chef de l'État pendant près de 2 heures affilées. Ça, c'est quelque chose qui reste dans les annales de l'APF. Ça, c'est de la diplomatie parlementaire. Ce sont des parlementaires qui viennent entendre et qui, quand ils retournent, s'organisent. Par exemple, dans les débats qu'il y a eu ici à Cotonou, on a examiné le rapport de la mission de diplomatie parlementaire dépêchée dans les Grands Lacs, c'est-à-dire entre le Rwanda et le Congo. Pendant que les exécutifs ont des difficultés à se parler, les parlementaires se parlent et on vient avec des propositions concrètes que nous soumettons au chef d'État ou que nous soumettons à l'OIF et aux autres organisations. Donc la diplomatie parlementaire, elle marche très bien. Et aujourd'hui, on peut dire que le Bénin a impacté cela particulièrement. Alors, venons-en aux thématiques abordées durant ces assises, notamment sur la question de la jeunesse. On sait que c'est une préoccupation fondamentale, la jeunesse africaine aujourd'hui. Est-ce que, ou quels sont les engagements concrets qui sont sortis des échanges sur ces thématiques et comment est-ce que les parlements peuvent-ils accompagner les aspirations des jeunes? On sait que les aspirations sont presque identiques dans tous les pays africains. L'accès, on va dire, au travail, au marché de l'emploi, ce qui fait que beaucoup se jettent dans les bras meurtriers de la Méditerranée à la quête donc, de conditions de vie et de travail meilleurs. Bon, vous savez, les 3 thèmes, comme il l'avait annoncé, qui ont été retenus entre-temps à Brazzaville et qui ont été développés à Cotonou, portent beaucoup sur le dividende démographique, l'énergie et la question de géopolitique à cause des difficultés que nous avons sécuritaires et de crise politique dans les pays. Mais à travers le thème du dividende démographique... dont le communicateur a d'ailleurs été plusieurs fois... Ah oui, nos communicateurs nous ont fait beaucoup plaisir et ont vraiment... Il a été plusieurs fois réclamé par les participants. Et sur le dividende démographique, particulièrement, le professeur Alain Sato Alastair vraiment a émerveillé tout le monde. Directeur du cabinet du ministre. Du ministre du Plan. Donc, il était là à titre de professeur. Donc, il a prouvé sa maîtrise de la question et a pu démontrer aux députés que la question du dividende démographique doit être une arme politique. Et c'est ça qui nous permet d'aborder la question de la jeunesse. Parce que c'est des questions qui examinent les pyramides. Alors, honorable Hassan Seibou, vous étiez justement en train de parler de cette communication du professeur Alastair Ali Sator, directeur du cabinet du ministre du plan de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchani, qui a délivré une masterclass, vous étiez en train de dire. Pardon? Oui. Mais en tant que professeur. Bien sûr, il est par ailleurs directeur du cabinet du ministre. En tant que professeur, il avait dirigé lui-même cette thématique au niveau national et international. Donc, il a émerveillé tout le monde. Nos collègues, nos autres se l'arrachaient pratiquement. Nous avons été obligés de le reprogrammer le lendemain pour qu'ils aient le temps de discuter parce qu'ils voient comment on peut exploiter cet instrument qui s'intéresse aux pyramides des âges que vous connaissez, qu'on étudie, où on voit comment la structuration des populations est repartie sur le plan national et qui permet de faire bien sûr de faire des options politiques globales sur le plan national, comme on dit macroéconomique, pour intéresser les jeunes qui, dans notre pyramide, sont les plus nombreux. Vous savez, notre pyramide, c'est toujours pyramidal chez nous. Et c'est général en Afrique. Il a pu établir la corrélation entre la présentation des pyramides d'un État à un autre et la corrélation avec le niveau du développement du pays. Et on se rend compte que le changement de pyramide impacte énormément le niveau du développement du pays. Et ça regarde la jeunesse. Mais dans ces assises, ce qui a le plus, qui nous a débordé, c'est la demande de nos hôtes d'aller sur le terrain. D'aller sur le terrain. Nous avions préparé entre-temps une visite pour Ouida. D'accord. Mais nous avons été étonnés qu'on nous impose, que les gens viennent et nous imposent
Plutôt un tourisme économique. Ils ont dit la GDIZ, nous, on veut aller voir ça. D'accord. Les recommandations formulées à Cotonou ont-elles vocation à être suivies? Y a-t-il un mécanisme de suivi? Bien sûr, sinon ce serait de tapage pour rien. Déjà, nous avons une déclaration de Cotonou qui a été rendue publique, dans laquelle nous prenons position sur les grands débats au niveau continental et même au niveau mondial. Donc, sur ces questions-là, quand nous nous retrouvons et que des décisions sont prises, on les traduit en actions concrètes sur le terrain, en des missions de diplomatie parlementaire, en des ateliers, en des rencontres, en des discussions et même en des organisations de type culturel. Alors donc, cela est suivi au niveau des régionales, au niveau des pays concernés. Et déjà, vous savez, l'avantage de l'APF, quand on discute de votre situation, vous avez 93 pays qui vous écoutent et qui sont solidaires de ce qui se passe chez vous. Donc on tire un grand réconfort. Mais j'ai voulu insister sur ce qu'on appelle la découverte du pays, qui est le 3e jour d'événement le plus important. Oui. C'est une cinquantaine de députés sur notre zone industrielle qui demandent à aller voir et qui sont vraiment émerveillés et que quand vous êtes un patriote, ça vous fait chaud au cœur. Vous êtes touché forcément. Et à la fin, pour nous tous, nos hôtes et nous-mêmes, le point le plus important pour Cotonou a été cette visite-là. Et puis on a terminé par Ouida, bien sûr, oui. Avec, là c'est beaucoup plus spirituel, émotionnel. Ils sont rentrés vraiment satisfaits. Nous avons eu des témoignages de partout. Et quand je disais dans mon discours de bienvenue que nous espérons qu'ils vont nous faire une place dans leur cœur, et quoi, tout le monde nous a dit, c'est marqué pour toujours. Donc c'est ça le plaisir que nous avons tiré de cette organisation. Aujourd'hui, quelle est votre vision pour l'Assemblée parlementaire, pour l'avenir, je veux dire, de l'Assemblée parlementaire francophone dans un contexte global de crise, mais aussi d'opportunités? Oh, bien sûr, vous savez que les opportunités sont apportées par les événements que vivent les pays, que les situations, par exemple, sécuritaires, sanitaires, la crise de démocratie par-ci, par-là, il y a beaucoup à faire. Et au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, vous voyez, nous avons noté tout à l'heure d'autres États qui adhèrent, qui sont lusophones, hispanophones, anglophones, parce qu'ils ont besoin de ces espaces de dialogue pour régler des problèmes, pour avoir l'assistance. Ici au Bénin, dans le passé, vous vous souvenez que l'OIF était venu dans la crise entre le président Patrice Talon actuel et l'ancien président Yayi Boni. Et chaque fois qu'il y a crise dans un pays, les parlementaires se portent et souvent font entendre les voix les plus étouffées. Donc ça, c'est la question fondamentale de la diplomatie parlementaire qui est la ligne aujourd'hui, qui est tracée, la plus grande ligne maîtresse à l'intérieur des activités de l'APF, qui sera, bien sûr, qui donne un avenir radieux à l'APF. Merci beaucoup à vous, honorable Hassan Seibou. Tout de suite, on se rend à Semepoji pour retrouver en exclusivité, en direct sur Bonjour le Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yayi Ladécan, pour ses premiers mois après le lancement officiel du baccalauréat 2025. Les impressions sont-elles bonnes? Tout est bien organisé? Merci bien. Vous avez constaté avec nous que ça a été très serein. Toute l'équipe de supervision était sur les lieux pour dire que les candidats également étaient sur les lieux très sereins, ce qui montre qu'ils ne sont pas du tout inquiétés. Ils sont venus prendre possession des lieux et puis chacun allait se diriger directement vers sa salle. Nous sommes ici dans ce collège qui compte 30 salles. Nous avons réparti les 876 candidats des séries A1 et B. Vous savez, dans le département de l'OME, nous avons 22 centres. Et sur les 140 que compte
l'organisation globale de cette session du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire. Sur les 140 donc, centres, le département de l'Ouémé embarque 22 centres. Et nous sommes sur un des sites de ces 22 centres. Tout est bien, l'équipe est bien. Nous avons lancé cela sereinement et les échos que nous avons eus des autres sites également montrent que le démarrage était effectif. Et donc pour nous, pour tout ce qui a été mis comme intrant par le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, a déjà donné ses fruits. Nous sommes déjà en face d'un examen bien lancé et il n'y a pas de raison que nous n'obtenions de très bons résultats à la fin. Je profite pour saluer toutes les autorités ici, départementales, communales, qui nous ont donc encadrés et qui vont assurer également avec nous le bon déroulement de cet examen. Merci beaucoup, Madame la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Madame la ministre du secondaire, vous êtes restée la mère de ceux-là qui composent pour quitter le secondaire pour le supérieur. Un message à l'endroit des candidats justement pour la bonne poursuite de cette composition? Merci beaucoup. Déjà, il faut dire que donc, le lancement de cette session du baccalauréat 2025 s'inscrit dans la continuité d'une année scolaire bien conduite sur toute l'étendue du territoire national. Et grâce à l'engagement de nos équipes pédagogiques, grâce au respect du calendrier scolaire et aussi à l'amélioration du système de formation, enfin de notre enseignement, on peut dire que les candidats ont été bien préparés à affronter ces épreuves avec confiance. On peut souligner aussi que notre pays peut se réjouir en quelque sorte de disposer dorénavant d'un système d'enseignement secondaire et technique qui est cohérent, qui est stable et qui est crédible et qui d'ailleurs fait école dans la sous-région. À tous les candidats, je voudrais souhaiter une très bonne chance, qu'ils puissent affronter donc ces épreuves avec courage et détermination et surtout dire que ce sont leurs efforts personnels soutenus par une vision politique forte qui sont les meilleurs gages de réussite. Je vous remercie. Merci donc à toute l'équipe déployée sur place, Rodrigue Babagwito, François Zissou et Brian Koukoui qui étaient donc du côté du CEG Semek-Boudji. On revient ici en plateau, Marcel, pour conclure ce plateau avec l'honorable Hassan Seibou, député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Bloc républicain et président du comité d'organisation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vice-président également de la section béninoise au niveau de l'APF. Rôle du Bénin dans l'organisation, action concertée de l'APF pour faire face aux différentes crises. Nous allons organiser d'autres plateaux pour revenir sur ces différents sujets-là. Mais que dire aujourd'hui pour conclure ce plateau? Merci. Je crois qu'aujourd'hui, quand on dit l'APF, dans la mémoire des Béninois, ça doit être des événements importants qui sont attendus. Et ici, nous terminons cette organisation avec la bonne impression que le Bénin lui-même a changé parce qu'il devient un point d'attraction. Et quand on regarde l'expression de satisfaction et même de volonté de revenir, refaire des visites, on se dit ce qui se passe dans ce pays devient vraiment quelque chose qui devient un exemple en Afrique. J'ai vu un Congolais qui nous a écrit, un député congolais qui nous a écrit, qui a écrit une lettre pour ses réseaux sociaux là-bas, pour poster, et il nous a lu. Il dit, en Afrique, il faut créer une université sur la création d'entreprises, et cette université-là, Patrice Talon mérite d'être le recteur de cette université. Quand on dit ça, ça vous fait chaud au cœur. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a posté ça. Et cela est un point positif pour nous. Nous espérons que la prochaine fois qu'on va organiser quelque chose sur l'APF France Bénin, ça va beaucoup attirer les gens et que les débats, vous allez nous donner l'occasion de revenir, surtout en juillet, où nous serons à Paris pour défendre des positions, pour vendre notre pays, pour faire un certain nombre de choses. Tout à fait, c'est promis. Et des occasions seront offertes pour l'APF. Merci et je beaucoup. voudrais terminer en remerciant bien sûr le président de l'Assemblée nationale
qui a eu une vision sur cette organisation, c'est lui que ça a rehaussé, parce que quand vous le voyez au milieu de ses collègues, des présidents d'Assemblée, que des présidents de Côte d'Ivoire disent ça, le Bénin, ce n'est plus le Bénin d'il y a 3 ans seulement ici, j'étais ici, et dire vraiment qu'ils sont fiers, ils étaient contents. C'est lui qui est rehaussé. Merci et beaucoup. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, honorable. Passez une excellente journée du lundi et à très bientôt par ici. Merci. Vous nous revenez quand vous voulez. Bonne suite sur le baccalauréat et je souhaite bonne chance à ces jeunes-là. Merci J'ai été content de suivre cela et d'être la musique. La transition entre les différents. Tout à fait. De ce lancement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, nous allons dans les prochaines minutes recevoir par ici le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Victor Soumo-Lanwin. Avec lui, on va parler du prochain championnat scolaire. Juste derrière, il y aura le forum de discussion axé sur la décentralisation et la gouvernance locale, les réformes opérées dans le secteur qu'on évoque tout de suite. Mais avant, on retrouve Victor Soumo-Lanwin. Du 21 au 28 juin prochain, les apprenants vont se retrouver du côté d'Aplakwe pour le championnat scolaire, le championnat national scolaire. Bonjour, monsieur le directeur de l'OPSU. Bonjour, chers journalistes. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin pour nous dévoiler les coulisses de l'organisation de cet événement grandeur nature. Ce sera pour la deuxième fois que vous avez pris, depuis que vous avez pris les commandes donc, de l'OPSU, que vous organisez le championnat national scolaire. Est-ce qu'on peut dire à date que tout est prêt pour l'organisation? Bien, je voudrais vous remercier d'ailleurs pour cette invitation, pour parler directement à nos athlètes et à la population béninoise. Et je confirme que tout est fait prêt pour que nous déroulons la compétition. Il y a combien d'apprenants à peu près qui sont attendus du côté d'Aplakwe? Bien, au jour d'aujourd'hui, nous avons 1488 élèves avec plus d'une centaine donc, de coachs. Nous avons 108 coachs. Nous avons 48 jeunes officiels donc, qui vont organiser cette compétition. Alors, on sera du côté d'Aplakwe. Est-ce que vous donnez l'assurance aux parents qui vont laisser leurs enfants, parce qu'il y en a qui vont venir du septentrion, du Bénin profond, comme on le dit, de façon triviale. Est-ce que vous leur donnez l'assurance qu'ils seront logés dans de bonnes conditions? Mais comme d'habitude, vous savez qu'au niveau du ministère des Sports, aujourd'hui, la précision, la sécurité de nos enfants est une chose sur laquelle le ministre Benoît Dato ne lésine pas. Nous avons aujourd'hui 17 sites d'hébergement qui sont réservés. Aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, vous êtes un particulier, vous n'avez pas la chance de trouver ou dormir dans le département de Koufo en général, puisque nous sommes venus également vers le Mono, donc à Lokossa. Donc plusieurs hôtels ont été réservés à Lokossa également pour la circonstance. Quelles sont les disciplines qui sont retenues pour ce championnat national scolaire édition 2025? Édition 2025, nous avons 5 disciplines fondamentalement avec quelques épreuves à l'intérieur de certaines disciplines. Alors, nous avons le foot féminin et masculin, nous avons le volley féminin et masculin, nous avons le hand féminin et masculin, nous avons l'athlétisme féminin et masculin et il y a le basket féminin et masculin, mais à l'intérieur du basket, nous avons une autre épreuve sur laquelle nous allons revenir. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner en exclusivité cette épreuve, pourquoi pas? Ce sera du basket 3 contre 3? Exactement. C'est le basket 3 contre 3, puisqu'aujourd'hui, si vous vous rappelez, avec la participation du Bénin à toutes les compétitions régionales et internationales, nous n'allons que sur l'épreuve 3 contre 3. Donc, pour nous, au niveau du ministère des Sports, le ministre a souhaité à ce que nous donnons cette possibilité à tous les enfants qui viennent au niveau du championnat national scolaire de s'essayer. Et là, puisque nous avons une équipe d'experts qui sont recrutés et déployés sur toute l'étendue du territoire, ils constituent des pôles de sélection de ces talents. Et à la fin, nous pourrions avoir tout au moins l'élite qu'il nous faut. On s'imagine que ça fait partie des nouveautés pour cette édition 2025. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a comme changement majeur? Oui, je crois que ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est l'extension donc, des disciplines à toutes les catégories d'âge, au sexe, pardon. D'accord. Puisque autrefois, il y en a que nous prenons
foot masculin, féminin, oui, mais au niveau de hand, ça a été souvent féminin. Le volley, ça a été souvent masculin. Donc, cette année, nous avons dans les 5 disciplines, en filles et en garçons. Ça, c'est le deuxième. Troisième nouveauté, c'est la question de relais medley. En fait, c'est au niveau de l'athlétisme où nous avons des jeunes qui pratiquent le 100 mètres, le 200, le 400 et le 800, sur lesquels nous allons les mettre autour du terrain parce que là également, nous avons constaté qu'en Serbie, la dernière fois, que nos jeunes athlètes ont performé au niveau de cette épreuve. On s'est dit, pourquoi ne pas déjà commencer par les initier à cette épreuve-là. Donc, ça fait partie des nouveautés de cette année. Une autre nouveauté, c'est sur une commission de recours. Parce que là, toutes les fois, vous entendez, il y a des contestations. Le comité de règlement des litiges n'arrive pas toujours à trancher. Donc, on s'est donné une autre étape de recours. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec les résultats ou l'examen de ce comité, à qui s'adresser. Et là, ça permet en tout cas de donner plus de légitimité à ce que nous sommes en train de faire et la confiance à tous ceux qui participent à nos compétitions. Est-ce que nous avons une idée des chiffres du nombre de collèges qui participent à ce championnat national scolaire? Oui, aujourd'hui, nous avons environ 152 collèges qui viennent à la suite, bien sûr, de l'organisation de plus de 700 qui se sont inscrits au niveau de la phase communale, parce qu'il y a là des éliminations. Vous savez que la phase nationale du championnat scolaire, c'est en 3 étapes. Donc, la phase communale, la phase départementale et la phase nationale. Donc, aujourd'hui, nous avons 152 environ donc de collèges, y compris aujourd'hui les privés. Parce que là, j'avais oublié de le signaler dans les innovations. Cette année, l'édition 2025 a ouvert la porte à toutes les écoles privées, n'est-ce pas, du Bénin. Donc aujourd'hui, nous avons et le public et le privé. Ça veut dire que la détection ne serait plus uniquement au niveau du public, mais étendue au niveau donc, des privés. Et 3 établissements privés ont pu se faire qualifier pour la phase nationale. Et ça, c'est un bon début pour nous et nous remercions bien sûr tous ces établissements qui ont cru en la chose et qui ont permis à ces enfants de s'inscrire et puis de compétir en toute transparence avec les autres du public. Et puis, vous serez donc, vous, quand je dis vous, c'est pas vous, personne physique, c'est bien sûr tout ce qu'il y a autour de cette organisation sera relayé sur Bénin TV, sur l'ensemble de la SRTB d'ailleurs, donc Bénin TV et Radio Bénin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux candidats ou aux athlètes, j'allais dire, qui seront en compétition pendant une semaine du côté d'Aplahui? Bien, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est de se concentrer et de montrer tout le talent qu'ils ont en eux pour permettre à la population de découvrir que nous avons beaucoup de talent dans le Bénin profond, comme nous avons l'habitude de le dire. Deuxième chose, se donner également pour que ces comités d'experts de détection de talent puissent également les retenir. Parce que pour nous, il nous faut un vivier dans lequel des regroupements seront faits. Parce que d'ici 2, 3, 4 ans, on a quand même envie d'avoir la coupe au niveau du championnat scolaire sous-régional, au niveau des gymnasiades que la Fédération internationale, n'est-ce pas, de sport scolaire organise. Avant qu'on ait ça, il faut préparer des étudiants, il faut préparer des élèves à ces compétitions-là. Et comment les préparer? C'est à travers ces organisations, ces détections et des regroupements des camps que nous aurons à faire dans chaque discipline. Il faut dire, aujourd'hui, nous ne participons pas à ces compétitions dans une seule. Il faut au moins dans les 5 disciplines. Et ça, c'est systématique en hommes et en dames, depuis l'arrivée du ministre Benoît Dato. Merci beaucoup à vous, Dr Victor Soumon-Laouin. Vous êtes directeur de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, l'OPSU. Et on rappelle une fois encore la date, c'est du 21 au 28 juin prochain du côté d'Aplahui. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup. Tous mes remerciements à la RCTV, parce que si je ne le disais pas, j'aurais commis un petit péché, pour la disponibilité et la retransmission en direct, n'est-ce pas, sur les différentes chaînes. Je remercie également l'unité de production, puisque là également, il y a un travail fou qui s'effectue. Le duplex sera fait, donc la fête sera très belle du côté d'Aplaroué. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du lundi. À très bientôt. Merci et bonne fête. Et bonne composition à nos élèves. Merci beaucoup. Allez, bonjour le Bénin. Tout de suite et maintenant, le débat matinal, le forum de discussion. On parle de décentralisation et de gouvernance locale. Vous l'avez suivi dans l'actualité, le chef de l'État a organisé un séminaire sur la décentralisation et la gouvernance locale pour faire l'état des lieux des réformes entreprises dans le secteur. La décentralisation, souvent présentée, on le sait, comme une réponse aux attentes de proximité, d'efficacité et de démocratie locale. Le Bénin, après plusieurs étapes de réforme, s'est engagé aujourd'hui dans une clarification du rôle des élus et des administratifs. Mais que révèle vraiment ce tournant? Où en est-on concrètement sur le terrain? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin, Franck Kenevo. Il est expert en décentralisation et gouvernance locale. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à tous les Béninoises et à tous les Béninois. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour évoquer quand même ce sujet d'actualité. En face de vous, un autre expert en décentralisation, Stanislas Roncanli. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Alors, on va y aller tout de suite, Franck Kenevo. C'est une volonté du chef de l'État de réformer, on va dire, la décentralisation, la gouvernance locale. Alors, il y a cette réforme qui est intervenue et à juste titre, quelques mois avant son départ, il a tenu à faire le point. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de se dire que c'est une réforme qui était bien pensée, qui était bien vue, qu'il le fallait? Oui, je pense que cette réforme était attendue depuis 2006 parce qu'on avait, lorsque la décentralisation avait été lancée en 2003, la loi prévoyait une période transitoire de 3 ans. Et après ces 3 ans-là, il fallait faire l'évaluation et donc, à partir de ce diagnostic, revoir ce qui n'allait pas. Mais dès 2006, on a eu plusieurs séries d'évaluations et donc on avait le diagnostic, mais il n'y avait pas eu les décisions qu'il fallait pour réformer. Et donc en 2021, le chef de l'État a pris les taureaux par les cornes pour lancer cette réforme qui était bien pensée parce que justement, cette réforme apportait des réponses précises au diagnostic, notamment la forte politisation de l'administration communale qui causait d'énormes problèmes à la performance des communes. Il y avait aussi la mauvaise gestion des ressources de la commune. Il y a le manque de ressources humaines, le manque de ressources financières, la faible mobilisation des ressources, etc. Donc, face à ce diagnostic, le chef de l'État a proposé une thérapie de choc qui est, il faut le dire, qui a désaxé beaucoup d'acteurs parce que le chef de l'État est allé très loin dans, disons, la solution qu'il a apportée. Donc, il était normal qu'après 3 ans aussi de mise en œuvre, qu'une évaluation soit faite. Et donc, je pense que la rencontre qu'il y a eu entre le chef de l'État et les acteurs locaux, c'était une rencontre qui venait à point nommé parce qu'il y avait beaucoup de bruits confus autour de la réforme. Il y avait des bruits qu'on disait venir des maires, il y avait des bruits, des murmures qu'on disait venir des SE, etc., de la société civile. Et donc, il était normal que le chef de l'État, qui est quand même le porteur de cette réforme, puisse faire une évaluation, une première évaluation. Et moi, j'ai apprécié qu'après la phase protocolaire, que le président de la République ait eu ce temps de cœur à cœur avec les maires, à l'abri des médias, tout, pour qu'il leur a dit clairement, sans langue de bois, de dire ce qui ne va pas dans cette réforme. Et je pense que c'était un moment important où les acteurs se sont parlé, les maires se sont exprimés. Malheureusement, les secrétaires exécutifs ne se sont pas exprimés.
Mais les maires se sont exprimés et le chef de l'État leur a donné des clarifications. Parce que pour qu'une réforme marche, il faut que les principaux acteurs puissent comprendre la réforme et se l'approprier. Et donc cet exercice a été fait. On pourra revenir sur les points d'amélioration. Absolument. Alors, Stanislas Onkani, est-ce qu'on est en droit de se dire aujourd'hui que les élus locaux ont effectivement intégré la réforme? Est-ce qu'ils l'ont accepté finalement? Parce qu'on savait qu'il y a eu beaucoup de remous autour de cette réforme. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils l'ont vraiment accepté? Bien sûr. Avant de répondre à votre préoccupation, je voulais dire que il y a quelques jours, j'étais sur un plateau organisé par vos collègues de la Radio Nationale où j'exprimais justement ce vœu de voir marquer une pause pour évaluer le chemin parcouru depuis 3 ans. Et quelques jours après, le chef de l'État a pris l'initiative, donc c'est une marque de fierté et de satisfaction. Parce qu'effectivement, il fallait faire la pause. Et comme le disait M. Kenevo, toute réforme est liée à un contexte. Il a bien décrit le contexte. Il y avait quand même beaucoup d'avancées, mais il y avait des défis à relever. Et c'est pour ça que la réforme est venue à point nommé. Depuis que nous avons commencé, il y a des évolutions significatives. D'abord, sur le plan politique, on note une certaine stabilité au niveau des différents organes politiques. Vous n'avez plus entendu parler d'institutions, de maires, de crise, à un point fini. Et donc, la réforme a permis quand même de régler ce problème et avec plusieurs alchimies. Par exemple, les autres acteurs qui rechignaient parce qu'ils n'étaient pas vraiment impliqués dans la gestion quotidienne des mairies, je veux dire les élus, les adjoints au maire en l'occurrence, qui sont désormais membres d'un organe décisionnel important, à savoir le conseil de supervision. Donc ça fait qu'il n'y a plus matière, n'est-ce pas, à faire de la fronde, parce qu'on est associé à la prise de décision au niveau communal. Donc ces évolutions politiques vraiment sont palpables et visibles sur le terrain. Et l'autre chose qui est liée d'ailleurs à cette stabilité politique qu'on constate, c'est la valorisation de certaines fonctions politiques et techniques. Les membres des conseils, disons, conseil communal, conseil de supervision, ont droit à un certain nombre de privilèges, à savoir une rémunération par exemple, des avantages. Lorsque vous êtes associé à la prise de certaines décisions importantes, ça dit, on vous accorde une certaine valeur. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par ce qui se passe. L'autre chose qu'on constate, là, c'est vraiment déjà les acquis. Hein. C'est la recherche de la performance qui est désormais intégrée au fonctionnement des différents acteurs. Parce qu'il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre qui permettent, n'est-ce pas, en tant qu'observatoire, de suivre un peu l'action des différents acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou les acteurs techniques. La cellule est là tout le temps, marque à la culotte les secrétaires exécutifs et les directeurs positionnés sur les principales fonctions administratives et techniques. Donc ça fait que tout le monde veut travailler, tout le monde veut performer. Et il y a des rapports qui sont élaborés, il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on attend, disons, ces acteurs-là. Ça fait qu'on est obligé de travailler. Et l'autre chose qui est liée à cela, c'est qu'il y a la culture de l'évaluation de l'action publique. Comme je l'ai dit, il y a des échéances où un certain nombre d'autorités apprécient l'action exécutée par, disons, les secrétaires exécutifs. Par exemple, le conseil de supervision, tous les mois, doit pouvoir apprécier le rapport soumis par le secrétaire exécutif. Et à la fin de l'année, ça va être le même exercice pour le rapport de performance. Donc ça fait qu'on est vraiment amené à travailler. Mais le principal résultat obtenu jusque-là, parce que cela c'est vraiment palpable, c'est l'accroissement des ressources propres au niveau des communes. Dans la plupart des communes, ces ressources se sont accrues. Parce que déjà, dans la loi portant code de l'administration territoriale, on a clairement indiqué que les secrétaires exécutifs doivent travailler vraiment à accroître les ressources propres, parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra mettre en œuvre des investissements structurants. Et tout le monde s'y attelle.
les préfets accompagnent vraiment cette dynamique-là. Par exemple, dans le département du Mono, le préfet est tout le temps avec les communes, suit vraiment de près cette évolution-là et essaye de rechercher des solutions là où ça dysfonctionne. Et là, vraiment, c'est une avancée significative. Alors, Franck Kenevor, selon certaines préoccupations exprimées au chef de l'État, le statut des maires fonctionnaires reste flou et problématique. Quelle solution on va dire, juridiques ou administratives on pourrait trouver pour assurer une clarté dans leur positionnement sans quelque sorte remettre en cause le mandat électif? D'accord, je vais revenir sur votre question, mais par rapport à la performance dont mon ami et collègue Stanislas parlait, il faut nuancer un peu parce que aujourd'hui, nous avons au niveau de l'administration communale un cadre qui est renforcé par un personnel Bac+5 au niveau de la direction, à tous les niveaux. Mais paradoxalement, dès 2023, la première année de plein exercice budgétaire de la réforme, on a vu que le taux de consommation des ressources a commencé par baisser. Et jusqu'à cette année, le taux de consommation des ressources est faible par rapport à la période avant la réforme. On peut expliquer cela par le souci des cadres qui sont déployés d'améliorer les procédures, de respecter les procédures, mais en même temps, ça pose des problèmes en matière de mise en place des services sociaux de base. Et donc, le chef de l'État a donné des instructions aux différents ministères concernés pour que ce problème soit réglé. Parce que si on déploie la ressource humaine de qualité au niveau des collectivités territoriales, c'est pour faire mieux que par le passé. Et moi, je pense que sur cette question, il y a deux possibilités. Soit, en plus des directeurs qui ont été déployés par l'État, qu'on puisse amener d'autres cadres pour les appuyer à faire les DAO, les dossiers de passation des marchés. La commande publique aujourd'hui est très encadrée au Bénin et les procédures, il faut vraiment les maîtriser pour les faire. Et je crois que visiblement, beaucoup de communes n'ont pas cette qualité de ressources humaines. Soit, il faut aller à la dématérialisation. Il faut que cette procédure soit numérisée et donc facilite le travail à l'administration communale parce que au cœur de cette procédure, il y a l'administration communale, il y a le délégué du contrôle financier, il y a la trésorerie communale, il y a la préfecture, il y a plusieurs acteurs qui jouent, qui interviennent dans la procédure de passation de marchés publics. Et donc, si c'était dématérialisé, numérisé, chaque acteur sera plus rapide parce qu'aujourd'hui, il faut envoyer les papiers aux délégués, ça peut faire des semaines, ça peut faire des mois, ça va revenir, les va-et-vient là, ça perd le temps. Et au bout du processus aussi, parfois on sélectionne des entreprises qui n'ont pas la capacité financière ou l'entreprise même qui n'a pas rempli les conditions, c'est elle qui saisit l'autorité de régulation des marchés publics et ça prend du temps. Donc il faut régler ce problème-là. Maintenant, par rapport aux maires qui sont des fonctionnaires, je pense qu'ils font une mise en disponibilité. Et donc, pendant leur mandat, ils sont pris en charge par l'administration communale et à la fin de leur mandat, ils reviennent dans l'administration publique. Donc, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de maires qui sont des fonctionnaires qui sont dans l'administration publique, ça ne pose aucun problème. La loi a prévu ce mécanisme-là. Oui, en fait, parlant d'évolution, je n'ai pas parlé de consommation des ressources, j'ai été bien clair. J'ai parlé de mobilisation des ressources, de l'accroissement des ressources. Une chose est de mobiliser, mais l'autre, c'est d'utiliser les ressources. Et ce qu'il dit, en fait, la faible consommation des ressources n'est pas seulement liée aux capacités techniques des acteurs en place. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, il y a un nouvel acteur qui est introduit dans le circuit de consommation des ressources, à savoir le contrôleur financier. On constate une certaine lourdeur à ce niveau. D'abord, le taux d'encadrement des communes est un peu faible. Chaque commune n'a pas un contrôleur financier. Il y en a qui travaillent avec beaucoup de communes. Donc ça fait que les dossiers sont vraiment en attente. Mais en dehors de ça, il y a aussi que les transferts de ressources viennent en retard.
Ça, ce n'est pas directement lié à la réforme, mais malheureusement, la réforme n'a pas encore pu résoudre cela. L'État met du temps à mettre à disposition les transferts du FADEC. Et quand ça arrive, il y a beaucoup de difficultés à consommer. Il a parlé du processus de préparation de marché. Là aussi, il y a des goulots. Mais ce n'est pas seulement au niveau des communes, c'est sur le plan général. Beaucoup d'acteurs, même dans des administrations centrales, se plaignent du fait qu'il y ait beaucoup de filtres à passer. Et donc, c'est à repenser. Tous les jours, on révise, n'est-ce pas, le code, mais on n'a pas encore la vraie solution par rapport à ça. Alors, le chef de l'État, au cours de ces séminaires, donc, a ouvert la voie à des ajustements. Selon vous, quelles seraient les priorités à intégrer dans les mois à venir, Stanislas, c'est à vous, pour renforcer donc, la cohérence et l'impact de la réforme? La question des ressources humaines. Il y a une évolution importante avec la mise en place de ce fichier-là, des cadres de haut niveau qui sont mis à disposition. Mais il y a quand même des cadres intermédiaires qui doivent être recrutés. Mais malheureusement, les recrutements sont gelés en ce moment au niveau des communes. Il faut demander des dérogations pour pouvoir l'obtenir, alors qu'il y a des besoins importants. Beaucoup de communes ont exprimé des demandes qui ne sont pas encore satisfaites pour des raisons, en tout cas, que la cellule pourrait évoquer. Donc, puisque c'est la cellule qui autorise. Il y a aussi que pour certaines fonctions, les acteurs sont en mutualisation. C'est-à-dire que je prends par exemple les directeurs des services, comment on appelle? Techniques. Directeurs des services techniques, ou bien directeurs des affaires domaniales, ou bien les directeurs des systèmes d'information aussi, qui sont en mutualisation. Là, c'est vraiment un problème. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas vraiment le temps de se concentrer pour travailler parce qu'à cheval sur 2 ou 3 communes. Ça, c'est vraiment un problème. J'ai appris dernièrement que pour les DSI au moins, directeurs des services d'information, que un prochain rappel va être fait pour permettre, n'est-ce pas, de couvrir l'ensemble des communes. Il faut régler cela absolument. En dehors de ça, il y a que le contrôle financier doit pouvoir se déployer partout. Parce que si vous êtes bien informé du rôle qu'il joue en ce moment, c'est que s'il n'y a pas un encadrement vraiment complet sur l'ensemble des communes, on ne va pas bouger. Vous avez beau mobiliser les ressources, vous ne pouvez pas les consommer parce que l'heure cachée là, est vraiment important pour avancer sur la chaîne de dépenses. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre chose, c'est justement l'amélioration de la collaboration entre les maires et les secrétaires exécutifs. Et justement, j'allais y venir. On a beaucoup évolué parce qu'au départ, c'était vraiment... catastrophique. Oui, un peu comme un ring. Où chacun se prévaut des prérogatives que la loi lui a données pour dire, ah là, je marche vraiment dans mon couloir et je n'ai pas à interagir avec, disons, je n'ai pas à faire des compromis, à fermer des yeux, à faire des concessions. Mais là, ça a évolué. Dans beaucoup de communes, ça avance. On est très fiers de voir des secrétaires exécutifs consulter tous les jours le maire sur un certain nombre de dossiers, même qui relèvent de leurs compétences propres, de leurs attributions propres. Ça, c'est des bonnes pratiques qu'il faut partager. Mais il y a aussi que certains secrétaires exécutifs qui pensent que, bon, il faut seulement convoquer la lettre de la loi, qui se perdent dans les frondes, les difficultés, les tiraillements avec les élus. Mais là, il y a des pièges qui se glissent. Parce que lorsque tu ne reconnais pas l'autorité du maire, qu'après, tu saucissonnes des marchés de bonne foi parce que tu veux avancer. Là, tu creuses ta propre tombe. Et là, vraiment, on t'ensevelit. Alors, Franck Kenewa, ce sera pour finir. Est-ce que, entre, on va dire, les récriminations du début des maires qui estimaient qu'ils ont été vidés de leur substance, que leur poste a été vidé de sa substance, et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la mentalité, la réflexion a changé et que les maires ont pris maintenant la mesure de la réforme et que ça marche plus ou moins bien? Oui, je pense qu'à écouter les maires à la fin de cette séance, ils étaient très contents de la réforme. Mais néanmoins, à huis clos, ils ont posé quand même un problème important au chef de l'État. Et je crois que dans une démarche pédagogique, le chef de l'État a réussi à les convaincre de laisser le statu quo évoluer parce que les maires voulaient vraiment que... C'est pas facile d'être la première autorité d'une administration et d'avoir un secrétaire exécutif dans votre administration, qui est tout puissant, mais qui est tout puissant pratiquement. Donc les maires avaient suggéré au chef de l'État
qu'on puisse leur donner une marge de manœuvre dans le choix des secrétaires exécutifs, c'est-à-dire si ils peuvent tirer 3 et choisir un parmi ces 3-là après un entretien, etc. Mais le chef de l'État leur a expliqué que le hasard, avec tout l'encadrement qui est prévu, le hasard était mieux pour qu'il n'y ait pas de considérations personnelles qui entrent en ligne de compte. Et donc, je crois qu'il a convaincu les maires, mais c'est vraiment maintenant les secrétaires exécutifs qui doivent comprendre que c'est le maire qui va vers les électeurs. C'est le maire qui reçoit un mandat des citoyens. Et donc, à partir de ce moment, il y a un respect, il y a des concessions, même si la loi rend étanche la relation entre le maire et le secrétaire exécutif, surtout en ce qui concerne ses attributions propres, il faudrait que le secrétaire exécutif fasse des ouvertures et, comme l'a dit mon ami Stanislas tout à l'heure, que au-delà de l'esprit de la loi, que les secrétaires exécutifs puissent collaborer véritablement avec les élus et que les élus aussi comprennent que leur rôle a changé. C'est-à-dire, avant, le maire était tout puissant dans l'administration. Vous avez le maire de Boycon, le maire de Porte-Novo. Ils ont l'habitude de dire que quand ils rentrent dans la mairie, dans l'hôtel de ville, au même moment que le secrétaire exécutif, tout le personnel se dirige vers le secrétaire exécutif. Donc, c'est une réalité. Mais la réforme les réoriente vers les citoyens, vers la dimension politique du mandat municipal. Et cette dimension politique, en occupant cette dimension politique, ils vont trouver leur aise et évoluer véritablement. Vous avez posé une dernière question, c'est de savoir si les maires ont compris. Je pense que cette séance a contribué à ce que les maires comprennent davantage la réforme, parce que entre le Palais des Congrès en 2022 et la salle du peuple de la présidence de la République, s'est passé 3 ans où chacun est allé sur le terrain, a éprouvé les textes de loi. Et je pense fondamentalement que le chef de l'État a ouvert des pistes d'amélioration qui seront examinées dans les jours à venir. Très bien. Donc, ce n'est pas la question des informations sur les impôts qui sont aujourd'hui prélevés en ligne, par exemple, pour faciliter les ristournes des communes. C'est une question qui a été abordée lors de la séance. L'intervention des ministères, vous voyez, le suivi de la réforme a fait que les préfectures, qui sont reconnues par la loi comme unique autorité de tutelle, ces préfectures-là ont du mal à coordonner l'ensemble du système. Et donc, il y a des ministères qui interviennent directement dans les communes. Les maires ont relevé cela auprès du chef de l'État. Très bien. Et donc, il y a ces sujets-là qui vont faire l'objet de traitement au niveau du gouvernement. Donc, je pense que ça a été un moment important pour cette réforme. Bien sûr. Et dans les jours à venir, nous allons voir ce qui sera amélioré. Et c'est aussi l'occasion pour que la société civile soit associée à ces éléments-là, parce que le parent pauvre de cette réforme, comme je le dis souvent, c'est la société civile. C'est la démocratie locale qui n'est pas valorisée, et elle sera valorisée lorsque la société civile aura trouvé pleinement sa place dans la gestion de nos collectivités territoriales. Merci Franck Kenevo. La réforme sur la décentralisation a-t-elle eu des impacts sur la gouvernance locale dans votre communauté? Partagez avec nous vos expériences. Un Stanislas va partir et un autre Stanislas va prendre sa place. Oui, mais avant de partir... Oui, mais ce sera vraiment en 30 secondes. Oui. Ce qui s'est passé au Palais de la Marina est à saluer, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, mais c'est juste une évaluation politique. Il reste vraiment l'évaluation technique qui doit se faire. Et c'est heureux qu'on annonce déjà un séminaire gouvernemental, mais il faut aller un peu plus bas pour rassembler les acteurs opérationnels
de la réforme. Très bien, merci Stan. Alors, merci Stanislas. On va retrouver Stanislas Oussa-Alinquon, que j'appelle affectueusement Stan par ici, pour relayer donc les avis des internautes, puisque nous leur avons adressé la question. Si vous permettez, il va prendre votre siège momentanément, Stanislas Oussa-Alinquon, pour nous délivrer les avis des internautes. Ça va aller au pas de charge pour lui. Stanislas, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amenga, bonjour à tous. Allez, est-ce que vous pouvez nous donner lecture de quelques avis des internautes? Exactement, et nous nous rendons sur notre page Facebook, la page Facebook de Bénin TV, où notre ami Z le Sage écrit: selon moi, la réforme sur la décentralisation a permis à certaines communes de jauger leur capacité à se défendre seules. Et en même temps, cette réforme a fait reculer d'autres qui n'ont pas assez de ressources, pense notre ami Amdan Tita Jure. Bonjour le plateau, dit-il. Cette réforme a eu des impacts positifs dans ma commune. Elle a contribué à l'autonomisation de la commune de Kandi et a surtout amélioré la gestion budgétaire qui était toute autre chose auparavant. Effectivement, la réforme permet à la population de savoir ce qui se passe dans leur localité, réagit Fada Oli, et cela parce qu'on en rend compte dans nos communautés. Ainsi, la corruption perd son terrain, la bonne gestion des ressources s'installe et on en profite tous. Florence Ndiekon vient en appui renchérir en ces termes. Pour moi, cette réforme a permis d'abord de dépolitiser l'administration communale. Ensuite, elle favorise la transparence dans la gestion des ressources de la mairie à travers la reddition de comptes et les audits. Enfin, la réforme facilite l'affectation vers les communes de grandes ressources financières capables de répondre aux préoccupations des populations, sans oublier les ressources humaines de qualité. Boko Roland Caliste marque son retour sur la matinale Bonjour le Bénin en assurant un certain en dehors du rapprochement de l'administration des administrés, il y a des points positifs comme la séparation claire des fonctions techniques et politiques, le renforcement de l'autonomie des communes, l'amélioration de la gestion des ressources et le développement local durable. Cependant, des défis comme la vulnérabilité sécuritaire, le déficit infrastructurel et l'absence de politique en gestion foncière persistent, estime notre ami Boko Roland Caliste. Merci beaucoup pour ces avis, Olé Stan. Je vous en prie. Passez une excellente journée. Merci. Merci également à vous, Franck Kekenevo, pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation et je suis heureux que les internautes suivent vraiment la vie de nos communes. C'est très intéressant de le souligner. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À vous aussi et excellente semaine à toutes et à chacun. La SRTB. C'est bien cela. Et surtout Bénin TV sur laquelle vous êtes la chaîne de télévision de la SRTB. Allez, tout de suite et maintenant, les sports de Blaise Adanko. Ce sera donc l'avant-dernière étape de cette émission. Blaise Adanko, bonjour. Bonjour, Herman Amenga. Bonjour à tous. On parle du championnat national de football, la Ligue Pro, dont la finale devrait se dérouler le week-end dernier, mais il n'en est rien du tout, puisque ça a été reporté. Oui, reporté pour le mercredi 18 juin prochain, toujours dans le même stade, à Grand Popo, stade Omnisport de Grand Popo. Les raisons évoquées donc pour ce report, c'est bien évidemment les intempéries suite donc aux pluies du samedi. Donc pas de match. Donc on ne connaît pas pour l'instant le champion du Bénin au terme donc de cette saison. Mais de toute façon, ce qu'on retient, c'est que cette affiche promet quand même des étincelles, notamment avec déjà la petite guerre. Les petites escarmouches sur les réseaux sociaux. Entre artistes. Hein. Entre artistes. Et beaucoup qui promettent même des choses. C'est ça également qu'il faut pour notre sport. Il faut pimenter un peu de façon positive pour permettre également à du beau monde d'être présent au stade Omnisport de Grand Popo le mercredi 18 juin prochain. Et puis on va s'intéresser à présent à l'attraction de cet été du côté de l'Occident, même si la compétition a lieu aux États-Unis. On parle de la Coupe du Monde des clubs. Oui, ce nouveau format du mondial des clubs qui est revu avec en ouverture le match nul entre l'Inter de Miami et le champion d'Afrique, le Al Ahly. Le Bayern Munich a écrasé Auckland City. Ça s'est plus écrasé, c'est humilié. Ah ouais, 10-0. Ils l'ont fait à l'allemande. Ils ont respecté l'adversaire, comme ils le disent. Oui, respecter l'adversaire en marquant le maximum de buts.
comme le style allemand 10-0. Et le PSG, le tout nouveau champion d'Europe, a écrasé, je vais dire, l'Atlético de Madrid 4-0. Porto Palmeiras 0-0. Aujourd'hui, au programme de Chelsea, va donc faire son entrée en compétition face à Los Angeles FC, l'ancien club de Giroud, qui affronte son ancien club Chelsea. Boca Juniors sera face au Benfica. L'Espérance de Tunis va jouer face au Flamengo. Didier Drouet qui était plutôt à l'Impact de Montréal. Oui. Donc, allez, merci beaucoup à vous, Blaise Adanko. Vous avez une dernière information à ajouter? Pour l'instant, pas d'autres informations. On descend. On va descendre. N'est-ce pas? Et on descend avec Marcel Arrossi pour la revue de presse. Marcel, bonjour. Armand, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour de nouveau. Allez, on va s'intéresser donc à ce que disent les journaux. C'est juste après ceci. Vendredi dernier, le président Patrice Talon a semblé faire ses adieux aux préfets, maires et secrétaires exécutifs. Et les quotidiens parus et parvenus à notre rédaction aujourd'hui reviennent ce jour sur une intervention présidentielle chargée de symboles et de portée politique. À l'ouverture du séminaire sur la décentralisation, Patrice Talon a surpris par le ton solennel de son adresse aux élus locaux. L'événement précis s'attarde sur la sincérité du chef de l'État qui a saisi l'occasion pour s'adresser directement aux maires, préfets et autres acteurs de la gouvernance locale. Le journal rapporte les propos forts du président. Il n'y a pas de compétition entre présidents de la République, ses ministres et les maires, soulignant une volonté d'unité au service du développement. Plus marquant encore, l'événement précis met en lumière cette phrase lourde de sens. Je crois que je n'aurai plus l'occasion de telles rencontres avec vous avant de passer la main. Un aveu sobre mais sans équivoque que le journal qualifie de déclaration empreinte de foi en l'avenir du Bénin et d'un désir ardent de voir se concrétiser les fruits de la réforme territoriale initiée. De son côté, Fraternité tranche avec tout doute résiduel la présidentielle de 2026, ce sera sans Talon. Le journal affirme que cette sortie publique referme le débat sur une éventuelle candidature à un troisième mandat en République du Bénin. Il souligne que le président réaffirme son intention de passer le témoin devant un auditoire composé d'acteurs clés de la décentralisation dans ce qui s'apparente à une ultime rencontre. Fraternité analyse ce moment comme un adieu politique assumé, une manière de préparer les esprits à la transition en inscrivant son message dans une dynamique de continuité institutionnelle. La réforme de la décentralisation y est présentée comme l'un des piliers du legs de Patrice Talon dans un contexte où les incertitudes électorales planent souvent jusqu'au dernier moment. Cette prise de parole vient clarifier, Herman, pour moi, la position du président sortant. Elle s'impose comme un acte fort de pédagogie politique à destination des élus locaux comme du peuple. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. Vous qui avez été avec moi, tout comme Blaise Adanko, dans ce marathon de ce lundi entre Semekoji, Savalou et Toviklen. Merci à toutes les équipes déployées sur le terrain, Bruno Swali, Karamat Gbataou, de même que Ola Rodrigue Babagweto. Merci donc à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Mouton, Christelle Tomodo, Jérôme Humbo, Osias Sounouvou. On se retrouve demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici à là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.